Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie légende du jeu de cartes, Magic the Gathering. Que vous soyez un néophyte curieux, un collectionneur avide ou bien carrément un joueur de niveau 12 avec un deck complètement optimisé, cette vidéo est faite pour vous. Mais comme toute grande saga, celle-ci commence au début. Tout au début. En 1881 pour être précis, à la naissance de James A. Garfield qui deviendra plus tard le 20e président des États-Unis, et je crois que je suis allé un tout petit peu trop loin dans la timeline. À moins que... Et si je vous disais que ce n'est pas si déconnecté que ça. Descendant du 20e président des États-Unis, laissez-moi vous parler de la personne qui va être au cœur de notre histoire et qui a littéralement changé les jeux de cartes modernes. Richard Garfield, un nom qu'on va beaucoup entendre pendant cette vidéo. Et pour cause, c'est lui qui est au cœur de notre histoire. Très jeune, Garfield il va développer une passion pour les jeux. Et pas n'importe lequel, il tombe notamment sous le charme de Donjons et Dragons. Bon, à l'époque c'est un peu compliqué de jouer à Donjons et Dragons, on n'est pas loin de crier au satanisme, à la sorcellerie, et bon, monsieur Garfield, c'est pas bien de jouer à Donjons et Dragons, c'est Satan, Donjons et Dragons. Satan ou pas, en tout cas, lui, Richard, il est fasciné. Ce qui l'attire beaucoup dans Donjons et Dragons, c'est les possibilités quasi infinies du système. Même s'il trouve que les règles sont, disons, pas super bien écrites. Un petit peu cyberpunk red vibe, si vous voyez ce que je veux dire. Mais peu importe, Donjons et Dragons lui ouvre les portes d'un imaginaire infini. Et c'est de là que pour lui va commencer à naître une idée, créer son propre jeu. Un jeu qu'il va baptiser Five Magics. Le concept? Un système basé sur 5 éléments magiques, le tout représentant des couleurs. Ce prototype ne verra jamais officiellement le jour, mais il va rester longtemps dans la tête de Richard Garfield. Il va continuer à le modifier et à le faire évoluer au fil des années. Pendant ce temps, Garfield il va poursuivre des études plutôt poussées en mathématiques, le mec s'est pas juste arrêté au lycée, il a carrément eu un doctorat. Mais pendant qu'il étudie les équations, les théorèmes de Pythagore, et j'ai aucune putain d'idée de ce qu'on étudie en maths supérieures, et ben il va quand même garder cette histoire de Five Magic, et surtout ne pas lâcher le game design. Il planche alors sur un autre projet, Robot Rally. Un jeu de plateau où des robots doivent traverser une usine truffée de pièges et de dangers. Le tout en programmant les actions à l'avance, un petit peu en mode casse-tête stratégique. Après de nombreux tests, Richard Garfield va proposer le jeu à un certain Peter Atkinson, qui bosse alors pour une toute nouvelle entreprise, Wizards of the Coast. Atkins, il adore l'idée de Robot Rally, mais en fait, ça va pas se faire. Il trouve que le jeu, en termes de logistique, serait un enfer pour une compagnie aussi petite que Wizards of the Coast. C'est vrai qu'on voudrait pas couler le pauvre petit Wizards of the Coast. Mais Atkinson dit qu'il recherche quand même un type de jeu. Un jeu simple, rapide, à sortir entre deux grosses sessions de jeu. Parfait pour les conventions. Et là, Garfield, il tilt. Il a déjà une petite idée dans un coin de sa tête qui serait absolument parfait pour ce concept. Et si Five Magic revenait à la vie, mais sous une autre forme? Et si les 5 couleurs pouvaient être la base d'un jeu où la personnalisation est au cœur de l'expérience et où chaque joueur et joueuse a la possibilité de réellement personnaliser son jeu? Magic the Gathering venait de naître. Enfin, l'idée de Magic the Gathering venait de naître. Il présente le concept à Atkinson, qui est immédiatement emballé. Il y croit à fond, et il pense même que si c'est bien exécuté, ça pourrait leur rapporter des millions. Et il a raison, mais on y reviendra un peu plus tard. Garfield commence à travailler sur son jeu avec une idée simple, mais qui pour l'époque est une petite révolution. Créer un système de jeu entièrement structuré autour de 5 couleurs qui ont chacun une philosophie et des mécaniques bien distinctes. Cette idée directrice, elle va rester la colonne vertébrale du jeu depuis plus de 30 ans, et elle est encore appliquée aujourd'hui. Mais pour créer un jeu réellement unique, Garfield va d'abord s'inspirer de ce qui existe déjà, et surtout de ce qui fonctionne. Alors il va citer 2 influences majeures, la première étant bien entendu Donjons et Dragons. Si une carte contredit une règle, c'est la carte qui l'emporte. Cette règle simple et puissante permet de transformer les règles du jeu en quelque chose de plus fluide. Une philosophie de fun avant les règles qui va se retrouver encore aujourd'hui dans beaucoup de jeux de plateau et de jeux de cartes à collectionner différents. La deuxième influence qu'il va citer, c'est Cosmic Encounter. Alors, pour une raison plus ou moins similaire. Cosmic Encounter, c'est chaotique, brillant, chaque joueur et joueuse incarne une race d'aliens différents avec ses pouvoirs spécifiques, et où les règles sont volontairement malléables, pouvant être tordues, cassées, voire modifiées par des effets de cartes. C'est ce qui donne à Garfield l'envie de créer un système où les interactions entre cartes peuvent créer des situations imprévues, mais passionnantes. Pendant que Garfield peaufine ses mécaniques, Atkinson va chercher des financements pour Wizards of the Coast. À l'époque, Wizards of the Coast concentre tous ses efforts sur un autre jeu, The Primal Order, et les ressources sont limitées. Alors je dirais pas que les ressources sont à la dèche, mais je crois que je les ai vus devant le carrefour en train de faire la manche. Mais comme souvent dans les jeux vidéo ou dans les jeux de plateau, les artistes répondent malgré tout présents. Des étudiants de l'école d'art de Seattle acceptent de travailler sur les illustrations du prototype,
alors connu sous le nom de Five Magic. Pas pour un gros chèque, mais pour des parts dans la société Wizards of the Coast, qui se révélera plus tard être finalement une bonne idée. Cependant, les galères continuent chez Wizards of the Coast. Ils sont attaqués par Palladium Books pour utilisation de leur set de règles dans leur autre jeu. Un procès coûteux qui aurait carrément pu couler la boîte. Et ce ne sera que la première d'une longue série de controverses autour de Magic the Gathering et Wizards of the Coast, mais on va en parler juste après. Pour l'instant, il nous faut un nom pour ce nouveau jeu de cartes. Le nom initial choisi, c'est Mana Clash, et il ne fait pas l'unanimité, je le trouve personnellement assez dégueulasse. Après moult recherches et quelques consultations juridiques, le jeu devient Magic the Gathering. Oui, parce que trademark, juste Magic, un peu du foutage de gueule. 1993, Gen Con. Le plus gros salon de jeux aux États-Unis, fondé par Gary Gygax, cofondateur de Donjons et Dragons. Le lieu idéal pour lancer une petite révolution dans le monde des jeux de cartes. Mais à l'époque, personne ne parie réellement sur Magic. Le jeu arrive avec un jour de retard, les moyens sont plutôt dérisoires, les cartes illustrées par des étudiants en art et les stocks très limités. Vraiment très limités. Et pourtant, le miracle opère. Grâce au bouche à oreille et à l'enthousiasme des boutiques locales, Magic fait un énorme succès à la Gen Con. On pourrait même dire que Magic fait un carton. C'est simple, 2,5 millions de cartes sont envoyées à la Gen Con, et à la fin de la convention, tout est parti. Y a plus rien. En fait, entre août et octobre 93, 10 millions de cartes sont vendues. Wizards of the Coast est complètement dépassé par le succès, à tel point qu'ils hésitent à faire de la pub pour le jeu, ne pouvant pas atteindre les quotas demandés. Mais il est trop tard, la machine est lancée, et Magic propose quelque chose de nouveau. Un format de booster aléatoire où l'ouverture de chaque paquet est une expérience en soi. Un mélange parfait entre jeu de stratégie et collection. L'univers, lui, reste encore mystérieux, l'histoire n'est pas racontée de front, mais disséminée dans les illustrations, et surtout dans les flavor texts. Des petites phrases, en bas de carte, qui intrigue et suggère un monde plus vaste. Très vite, les communautés commencent à se créer, les méta arrivent, et le jeu devient un véritable phénomène de société. Mais avec le succès, vient aussi les critiques. Certaines voix s'élèvent contre le principe de booster, qui est un petit peu anti-joueur, vu que celui ou celle qui a le plus d'argent aura forcément les meilleurs decks. Un débat qui continue d'ailleurs encore à animer pas mal les forums aujourd'hui, que ce soit dans Magic ou dans d'autres jeux de cartes. Mais il y a bien d'autres débats, comme certaines cartes jugées plus que limite. Prenez par exemple Cleanse, Cleanse qui veut dire nettoyage en français, c'est un sort blanc qui permet de détruire toutes les créatures noires. Alors sans contexte, c'est encore plus chelou, là on parle bien de type de couleur de mana, pas de... voilà. Mais ce genre de carte est ouvertement mis de côté par la communauté Magic the Gathering. Et d'ailleurs, c'est même pas la seule carte qui est tombée dans la controverse. En fait, à une époque, c'est tout le jeu qui était dans la controverse. De la part d'intégristes religieux qui voyaient d'un mauvais œil qu'on utilise de la magie dans un jeu. Increasingly, parents and psychiatrists are warning that the game is taking some children too far into the realm of dark and violent fantasy. Since these games are so violence-oriented, you do not just play at the game, you become the game. Ou simplement les représentations du mana noir et du mana blanc. Pour le mana blanc, on peut retrouver des preachers typés ultra-américains, des nonnes, des anges, ou bien Albert Einstein. Ok. Et pour le mana noir, on peut voir des démons et autres bestioles infernales. Ce qui est un peu étrange, parce que selon moi, je vois un peu le combat entre la lumière et les ténèbres. Certains voient une forme de validation de magie noire ou autre joyeuseté. Et qu'est-ce qu'il y a de pire pour les Américains que les démons ? Le sexe. Le sexe, c'est mal. D'ailleurs, pro tips, si vous jouez à Magic the Gathering, vous n'en aurez pas, donc voilà, vous êtes sauvés. Mais il y a bien eu des controverses liées à la nudité dans Magic. Par exemple, la carte Octabio en Outan, où dans le background, on voit deux singes en train de jouer à cache-cache. Spoiler, il y en a un des deux qui est pas bien caché. Design de carte, il sera d'ailleurs, bien entendu, changé plus tard. Dites-vous qu'il y a même un artiste chez Magic qui s'est barré pour créer un jeu de cartes érotique nommé Xénophile. Ça ne s'invente pas. Enfin, si, visiblement, ça s'invente. J'ai presque envie de le choper, mais le jeu coûte un petit peu une couille. Mais cette blague est totalement assumée de ma part. Donc si vous voulez m'aider à créer du contenu encore plus fun, il y a la page Ko-fi dans la description. Mais par contre, niveau design, le jeu c'est un petit peu Magic avec une tub, genre Coq Magic. Hey, mais c'est une excellente transition pour parler d'un épisode de South Park qui parle de Magic the Gathering. Épisode 8 de la saison 18, c'est un épisode où les garçons jouent justement à Magic the Gathering. Pardon, on revient au sujet principal. Rapidement après son lancement, Magic the Gathering ne se contente plus de son set de base. Wizards of the Coast commence à publier des extensions, chacun apportant son lot de nouvelles cartes, mécaniques et de l'or. Arabian Nights, Antiquities, Legend, autant de noms devenus mythiques pour les joueurs et joueuses de la première heure. Avec chaque nouvelle sortie, le jeu gagne en profondeur, les règles deviennent plus techniques, les stratégies plus raffinées,
Mais surtout, quelque chose de plus grand est en train de naître. Magic devient plus qu'un simple jeu de cartes. C'est désormais un univers vivant, riche et en constante expansion. Chaque extension nous transporte vers un nouveau plan, un monde à part entière, avec sa propre culture, ses légendes et ses conflits. Un multivers narratif où se croisent mages, créatures mystiques, empires déchus et dieux oubliés. C'est aussi à cette période qu'apparaît un choix éditorial majeur, encore controversé aujourd'hui. La création de la Reserve List, une liste de cartes considérées comme trop puissantes ou trop emblématiques que Wizards s'engage à ne jamais réimprimer. Une décision destinée à protéger la valeur des cartes originales, mais qui divise encore la communauté plus de 30 ans après. Par exemple, dedans on retrouve le fameux Black Lotus, carte qui est plutôt légendaire pour son prix, qui peut monter jusqu'à 10 000 €. Mais vous savez que ce n'est pas la carte la plus chère de l'univers de Magic the Gathering? Non, ce titre y revient au One Ring, une carte unique du set Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, il y a une petite vidéo qui s'affiche à votre écran, la personne qui l'a ouverte tremble autant qu'un chihuahua cardiaque sous cocaïne. Mais alors qu'en est-il du prix? Et est-ce que vous connaissez Post Malone? Oui, il y a un rapport entre les deux. C'est un rappeur plutôt pas mal connu qui est grand fan de Magic the Gathering. Il a racheté cette carte pour une somme qui était censée rester cachée, mais qui apparemment atteindrait plus de 2,6 millions de dollars. Après, Post Malone, il a tellement de fuck you money que bon... il doit trouver ça dans sa veste. En 96, il y a un tournant majeur dans l'univers de Magic the Gathering et c'est l'avènement du Pro Tour, un circuit officiel de tournoi où les meilleurs joueurs du monde entier vont désormais pouvoir s'affronter pour la gloire et pour de vrais prix. Magic entre dans l'arène compétitive. Fini le jeu de nerd qu'on joue dans une cave mal éclairée avec un paquet de chips et une canette de Dr Pepper tiède. Maintenant, on parle de joueurs pro, de méta, de stratégie et de cash prize. Au fil des années, de nouveaux formats voient le jour pour encadrer cette scène en pleine explosion, standard, legacy, moderne, chacun avec ses règles, ses restrictions et ses méta. Des noms commencent à circuler, à inspirer, des joueurs deviennent des légendes vivantes, leurs jeux sont étudiés, copiés et théorisés. Je pourrais par exemple vous parler de Reid Duke, qui est le joueur de Magic le plus prolifique de l'histoire. Reid, c'est pas moins de 2020 parties en tournoi pro avec 1315 victoires et un win rate de 65%. Une carrière exceptionnelle pour un joueur qui a été intronisé au Magic the Gathering Hall of Fame en 2019. Qui est un peu étrange parce que c'est le seul à être intronisé dans ce truc. Alors je sais pas s'ils l'ont laissé tomber après, mais... c'est bizarre, non? Et alors là, je vais vous citer Archeotoys qui a sorti sa vidéo Magic juste avant que je finisse mon script. J'ai envie de crever. Ce qui n'était qu'un hobby de niche devient une scène e-sport avant l'heure. Bien avant que les MOBA ou les FPS prennent le devant de la scène. Magic vient d'ouvrir la voie à un tout nouveau pan de la compétition ludique. Et ce n'était que le début. Mais le Pro Tour fait de l'ombre à un format qui commence à être de plus en plus populaire dans les années 2000, c'est l'EDH. Son principe est simple mais révolutionnaire. Un deck de 100 cartes, aucune en plus d'un exemplaire, sauf les terrains de base, et un commandant légendaire qui guide votre stratégie. Mais surtout un format pensé pour le multijoueur, où la politique, les alliances, les trahisons et les combos explosifs font tout le sel des parties. Commander, c'est un espace de liberté où on joue autant pour gagner que pour le spectacle. Et ça plaît beaucoup. Quitter au départ une création communautaire devient un phénomène mondial. Wizard l'officialise, sort des produits dédiés et très vite, Commander devient le format préféré des joueurs casual. Encore aujourd'hui, c'est le moteur principal des ventes et un pilier fondamental de Magic. Vous pouvez d'ailleurs vous y essayer en achetant des decks Commander déjà tout prêts. Puis en 2019, Magic fait dans le numérique avec le lancement de Magic Arena, un client moderne, visuel, fluide, pensé pour le jeu en ligne. Accessible, rapide, beau, Arena réussit là où MTG Online était resté austère. Et putain, c'est vraiment austère. Franchement, regardez-moi ça. Et surtout, il attire une nouvelle génération de joueurs, séduits par l'ergonomie, les animations et la possibilité de jouer à Magic depuis son PC ou sa tablette, sans devoir trimballer des classeurs de cartes. Magic entre de plein pied dans l'univers numérique, et Magic met ses pieds où il veut, et c'est souvent dans l'ère numérique. Un jeu né sur papier, mais toujours capable de se réinventer. Et je pense d'ailleurs que Magic Arena fait partie des meilleurs moyens d'essayer le jeu. On en avait parlé avec Maxwell il y a pas longtemps, je vais vous mettre la vidéo, je sais plus si c'est à droite ou à gauche, je vous la mets là. On en avait parlé il y a pas longtemps, et oui, on était d'accord pour dire que c'était le meilleur moyen de commencer sans craquer un PEL. Mais Magic, ce n'est pas qu'un jeu de cartes, c'est un réel phénomène culturel. Derrière chaque booster ouvert, chaque deck construit, il y a une communauté immense et passionnée, qui ne cesse de faire vivre le jeu au-delà de la table. Que ce soit des cosplayers ou cosplayeuses qui incarnent des Planeswalkers légendaires, et je vous recommande d'ailleurs fortement la vidéo de Magic C'est Chic, alors je l'ai noté, Manju Cosplayeuse Magic the Gathering, notre reportage sur les secrets du cosplay, qui est exceptionnel et qui vous donne un petit aperçu dans le monde du cosplay Magic the Gathering. Je
vous la laisse en description. Il y a aussi des artistes qui s'approprient les cartes pour les repeindre ou les découper pour faire des œuvres d'art à part entière. Ou bien des créateurs et créatrices de contenu qui théorisent les meilleures stratégies ou racontent l'histoire du multivers. Je pourrais vous citer en vrac Mighty Maxwell, Bandy MTG, Magic C'est Chic, Terrain Basique, ou si vous parlez anglais et que vous voulez un petit peu voir du Commander, je vous recommande l'excellente chaîne Mythy Magic. Et la communauté Magic est absolument adorable, très friendly, et elle est sur beaucoup de formats différents. Et ces dernières années, Magic s'est encore étendu grâce à une série de crossovers inédits sous la bannière de Universes Beyond. On a vu apparaître des cartes issues de Donjons et Dragons, The Walking Dead, ou de Warhammer 40 000. Et plus récemment, il y a eu un événement majeur. Magic a plongé en terre du milieu avec une collaboration incroyable entre le Seigneur des Anneaux et Magic the Gathering. You know, there's something about this card, I can't quite put my finger on it, but it feels familiar. Frodo, the adventurous hobbit. And that is very true of Frodo. The thing about hobbits is that they're not very adventurous. Frodo is a sort of example to all of us that even the smallest person is capable of changing the course of the future. This is amazing, it's incredible to see, and the art is beautiful, and it feels both familiar and sort of altogether its own thing. Une rencontre entre deux légendes de la fantasy qui a pas mal fait chauffer les cartes bleues. Et je vais pas vous mentir, c'est à ce moment-là que je me suis mis à Magic the Gathering personnellement. D'une idée que Richard Garfield n'a jamais lâchée à un phénomène mondial, Magic the Gathering s'est imposé comme bien plus qu'un simple jeu. C'est un passeur d'histoire, un terrain d'affrontement stratégique, un média artistique et un point de rencontre entre des millions de joueurs et de joueuses à travers le monde. Depuis plus de 30 ans, Magic a su évoluer sans jamais perdre son âme, inspirant des générations de créateurs, de stratèges, de rêveurs et de collectionneurs. Un jeu, un art, un univers. Et vous dans tout ça, vous en êtes où dans votre aventure? Est-ce que vous êtes un nouveau joueur, une nouvelle joueuse fraîchement débarquée dans les Universes Beyond? Un vétéran aguerri qui a connu les premiers drafts de Mirage? Ou bien les combos dégénérés de Tempest? Ou peut-être un curieux ou une curieuse qui est prêt à plonger dans un univers où chaque carte raconte une histoire? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas, c'est que le début de votre aventure. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, elle m'a pris un petit peu plus de temps que ce que j'aurais voulu de base, parce que j'étais en train de scripter et j'ai vu que la vidéo d'Archeo Toys est sortie genre au moment où j'étais en train de finir le script. Du coup j'ai un peu changé des choses, retourné des trucs. Sa vidéo est d'ailleurs excellente, je vais vous la laisser en commentaire, elle est vraiment très très chouette. En ce qui me concerne, je vous remercie fortement d'avoir regardé les vidéos, je vous fais des bisous. Si vous voulez jouer avec nous ou discuter, il y a le Discord en description. Prenez soin de vous, ciao.